Alors, est-ce que vous saviez qu'à l'époque, les étudiants étaient payés pour aller à l'université? Et oui, c'est bien réel. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le professeur Kiango Sundani, qui est professeur d'histoire à l'université de Kinshasa. Il va nous raconter comment ça s'est passé à l'époque où ça s'appelait Université de Lovanium. Mbote, ici Naomi, dans la peau du reporter, pour Empreinte Magazine. Alors, professeur, pour Empreinte Magazine ce matin, nous avons eu beaucoup d'échos. Nous sommes nés dans les années 90, 80 et nous sommes aujourd'hui au sein de l'université de Kinshasa, qui autrefois s'appelait Lovanium, si je ne me trompe pas. Oui. Ce n'est pas Lovanium, mais c'est Lovanium. Ok, alors on a entendu dire que les étudiants qui étaient à Lovanium à l'époque étaient rémunérés pour simplement être étudiants. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter là-dessus? Je crois que pour comprendre le contexte, il faut se rappeler que quand les Belges ont colonisé ce pays, il était évident qu'il n'y avait pas de colonisation sans les Noirs. Ce sont les Noirs qui devaient aller dans les mines, qui devaient monter sur les palmiers, qui devaient devenir des travailleurs. Il était exclu qu'on puisse aller dans un village, parce que la colonisation, c'est une violence après tout. Aller dans un village, réunir les gens sur la place du village, les adultes, les convaincre qu'il faut travailler pour les autres. Et donc, pour la pérennité de la colonisation, Léopold II a fait venir les missionnaires parce que l'idée, c'était qu'il fallait s'appuyer sur la jeunesse plus malléable. C'est un autre système qu'on voulait installer. Oui. Dans nos villages, les gens travaillaient pour eux-mêmes. Maintenant, il fallait avoir une main-d'œuvre. On a créé des écoles parce qu'on pensait que les élèves étant plus malléables, donc on pourrait les mettre dans le nouveau système. Et on a commencé par des écoles très, très modestes. On apprenait à lire, à écrire. Et puis, au fur et à mesure qu'on avançait, le niveau des écoles n'a fait qu'augmenter. Et petit à petit, on est allé dans les écoles, l'enseignement moyen, les écoles normales, les écoles moyennes pour former les commis, pour former les enseignants. Et puis, il est arrivé un moment où on a plutôt créé l'université. Donc, l'université est en fait l'apothéose de tout un travail d'éducation de la jeunesse. Et du coup, à quelle période est né Lovanium à peu près? Les premiers étudiants sont arrivés à Lovanium en 1954. En janvier 1954, un groupe d'étudiants, ils étaient 31, viennent ici à Lovanium. En fait, ceux qui venaient sont des jeunes qui venaient des collèges pour Noirs. Il fallait les remettre à niveau, parce qu'il y avait aussi tout un débat sur le niveau des diplômes. Pendant 6 mois, ils vont être plus ou moins, c'était comme une pré-universitaire. L'année qui a suivi, donc en juillet-août 54, eh bien, va commencer alors la première année, la première candidature avec un nouveau recteur, parce qu'avant, c'était les jésuites. C'était un recteur jésuite, le père Skourmans, qui était recteur. Et c'est lui qui a accueilli Gillon. Et Gillon est arrivé en juin, je pense en juin 1954, et c'est lui qui a été le bâtisseur. Mais il est important de savoir que l'université n'est pas créée comme ça, comme par coup de baguette magique, non. C'est depuis les années 20 qu'il y a tout un débat. Il faut former l'avenir, il faut assurer l'avenir. Et un prêtre avait même écrit, il dit, tel que je vois la situation du Congo, les Noirs sont en train, au contact avec les Blancs, si vous voulez, le changement est si rapide que si nous ne faisons pas attention, dans très peu d'années, les Noirs vont réclamer une participation à la gestion du pays. Et alors, c'était les catholiques, ici à Lovanium, il dit, si nous ne préparons pas cette élite-là, d'autres, ça peut être des protestants, ça peut être des communistes, etc., les élites vont nous échapper. Et nous allons être, si vous voulez, en dehors du système qui va se mettre en place. Donc, il fallait absolument que des catholiques forment, eux, l'élite
travers l'université. Et quand vous voyez les assemblées des évêques, il y en a eu une assemblée en 1932, en 1936, en 1945, en 1951. Quand vous les comparez, toutes ces assemblées, il y a toute une évolution dans les positions coraniennes qui vont finalement évoluer vers l'université. Alors, j'aimerais savoir quelles étaient les conditions à l'époque pour pouvoir accéder à l'université. Est-ce que il fallait remplir des conditions particulières pour non seulement accéder à l'université, mais aussi avoir accès à cette rémunération, cette aide de l'État? Les études universitaires coûtent cher. Dans le système belge, contrairement aux Anglais, dans l'économie anglaise, en fait, les Belges, on a parlé du paternalisme, c'est-à-dire ils payaient très peu les gens et ils les prenaient en charge. OK. Oui. Alors que dans les colonies anglaises, on payait bien les gens pour qu'ils se prennent en charge, pour qu'ils aillent à l'école, etc. Bon, ce qui fait que quand on a commencé l'université, il n'y avait quasiment pas de Noirs qui étaient capables d'assurer, de financer leurs études. Et donc, en fait, ils étudiaient aux frais de l'État. Jusqu'à une certaine année, vous deviez avoir au moins 55%, plus de 55%, parce que tous ceux qui avaient moins 55% et moins, on leur donnait le certificat d'État. Et le certificat d'État ne vous autorisait pas à aller à l'université. OK. Donc, il y a quand même un minimum de pourcentage qu'il fallait. Du moment où on était admis à l'université, on avait automatiquement la bourse. Est-ce que vous pensez que cette rémunération-là qu'on octroyait aux étudiants, la bourse, était aussi une sorte d'émulation pour les autres personnes qui étaient encore à l'école ou les autres personnes qui étaient à la cité? Est-ce que ça créait une émulation en eux pour vouloir venir à l'université? Parce que nous, par exemple, à notre époque, tout le monde ne veut pas forcément faire l'université. Mais à votre époque, il y avait quand même quelque chose derrière. Est-ce que ça crée une émulation? Bon, avant de répondre à cette question, il faut que je souligne quelque chose. C'est que l'enseignement tel qu'il avait été organisé par les Belges au moment où l'Ovanium naît, c'était pas un fourre-tout. C'est-à-dire, il y avait une sélection qui s'opérait d'année en année, si bien qu'il n'y avait qu'une petite poignée qui arrivait à faire les humanités. Quand vous aviez fait l'école normale, par exemple, pour apprendre à enseigner, on n'allait pas à l'université. Votre diplôme ne vous autorise pas d'aller à l'université. Pour l'école moyenne, pour devenir commis, il faut faire les humanités avant d'apprendre. Alors, les gens qui faisaient les petits séminaires, eux, ils avaient un diplôme d'humanité. Donc, il y avait beaucoup de prêtres ici. Il y avait un blocage dû au système lui-même. Il y a des gens qui ne pouvaient pas aller à l'université. Mais autre chose aussi, c'est que les études universitaires coûtaient cher. Et donc, il était difficile pour les gens de pouvoir prendre en charge leurs propres universités, quand bien même ils voulaient faire l'université. Et donc, sans le système, sans la prise en charge par l'État, il était quasiment impossible de faire les études universitaires au début. Mais parce que les études universitaires doivent être payées. Il faut que quelqu'un paye. Et jusque-là, au début, il n'y avait que l'État qui était capable de payer ces études-là. Et il payait pour les étudiants. D'ailleurs, quand l'État vous a payé une bourse, vous devez ensuite rembourser quand vous commencez à travailler. Oui. Bon, je crois que dans notre pays, ça n'a pas eu lieu. C'était comme qui dirait, c'est pas comme un cadeau qu'on nous a fait et les gens on n'a pas remboursé le fait que l'État a déboursé pour nos études. Et donc ce système a continué, il s'est pérennisé après l'indépendance. Après l'indépendance, ça a continué. En tout cas, moi, quand on a supprimé l'Ovanium en 1971, j'étais à l'école secondaire. En 73, 14, et je suis allé finalement à l'université en 78, nous avions une bourse. Nous étions des boursiers. Jusqu'à la fin de mes études, en tout cas, j'étais boursier de l'État.
Donc le système consistait pour l'État à soutenir les études des étudiants. Eh bien, ça a continué après l'indépendance. OK. Et est-ce que vous pensez que le souci derrière la continuité de ce système après l'indépendance, c'était peut-être de créer une génération de cadres noirs, de cadres zaïrois, une génération d'élite un peu, qui allaient à l'université et qui pouvaient justement assurer cet avenir-là après la colonisation? Je pense que à l'indépendance, la nouvelle équipe composée de Congolais avec le président Kasavubu, et puis il s'est remplacé par Mobutu. Il continue un système qui existe depuis des ans. L'université existe. Donc il faut assurer sa vie, sa pérennité. Bon, mais je pense qu'ils se sont essoufflés très vite. Parce que entretenir une université, ça coûte très cher. L'université Lovanium était l'époque une des meilleures de l'Afrique noire et je crois la première de l'Afrique subsaharienne. Avec une économie qui périclitait, il devenait de plus en plus difficile. Je prends des choses aussi simples. Quand les étudiants arrivaient, ils avaient une literie. C'était fourni. Il y avait une buanderie ici. Il y avait le restaurant, transport en commun. C'est toutes ces conditionnalités qu'il devient difficile d'entretenir avec la dégradation de notre situation économique. Il serait évidemment malsain de penser que nos autorités ne voulaient pas, ils ont arrêté cela, c'est qu'ils ne voulaient pas mettre les étudiants dans des conditions meilleures, de bonnes conditions. En tout cas, ils n'ont pas pu suivre le rythme. Il n'y avait plus assez d'argent pour suivre ce rythme. Les gens venaient de la cité pour venir manger au restaurant de l'université. OK. Vraiment. Parce que là-bas, on mangeait, excusez-moi le terme, on dit comme les Blancs. Voilà. Comme les Blancs, les gens vraiment se battaient, les gens de la cité. N'oubliez pas qu'à l'époque aussi, Lovanium se trouve à Kinshasa s'arrête du côté de Yolo. OK. Tout ça, c'est entre Kinshasa et Lovanium, c'est la brousse. On est vraiment isolé ici. Ça, on dit la colline inspirée. C'est vraiment, on est loin de la ville. Et donc, c'est une autre logique. C'est une vie spéciale qu'il y a ici à Lovanium. On assurait tout aux étudiants. Et c'était très bien traité, mais à un moment donné, on n'a pas pu continuer à leur assurer ce train de monde. J'ai un peu discuté avec des étudiants qui sont venus après Lovanium, à l'époque de l'UNIKIN dans les années 80. Et ils disent qu'effectivement, ce système-là, à cette époque, a continué quand même. Mais c'est vrai que déjà, eux, on leur racontait qu'à l'époque de Lovanium, c'était mieux. Alors qu'ils avaient quand même les subventions de l'État, ils avaient la bourse, comme vous avez dit tout à l'heure. Et ils disent qu'ils étaient quand même bien considérés dans la société quand ils quittaient l'université pour rentrer à la cité. On les regardait un peu comme des élites, des évolués, ils étaient bien habillés, tout ça. Et donc, à l'époque de Lovanium, c'était encore mieux ou vous ne l'avez pas du tout vécu comme ça? Moi, étant élève, j'ai vu des Lovaniards, à l'époque de Lovanium, des Lovaniards revenir en vacances avec leurs casquettes. On m'a parlé des casquettes aussi. J'avais une casquette avec un long truc. Mais c'était les Bouanas, si je peux parler comme ça. C'est des gens qui étaient très bien. Je crois que quand il y a eu les échauffourées de 1969-70, je vois, quelqu'un a fait une petite réunion. Alors il dit, Mobutu a fait la villagisation de la literie. OK. On a supprimé certaines choses. Il a dit la chikwanganisation de la restauration. On a introduit la chikwang dans le restaurant. Il dit l'ajustement structurel de la bourse d'études. Donc, la valeur de la bourse sur le marché. Et puis,
au niveau des transports, on a dit la foulatisation des transports. C'est pas le foot, n'a pas connu les foula-foula. J'en ai entendu parler. Voilà, justement, des grands véhicules. On met des tôles et vous êtes là comme des bestiaux. Voilà pour moi, petit à petit. Et puis, n'oubliez pas que c'est l'époque où on crée la JMPR. Et donc, Mobutu tient à intégrer tous les étudiants dans la JMPR. Et quand les étudiants se rendent compte qu'on veut bien fermer la bouche parce que ici, au moins en bas, les jeunes gens étaient, moi je peux dire révolutionnaires, oui, socialisants, alors qu'ils étaient opposés au Mont Galema. Le groupe de Pise, ça c'était l'establishment. Et donc il va y avoir un crash et qui va... Les étudiants et... Oui, avec le pouvoir. Parce qu'en fait, le pouvoir voulait absolument contrôler la jeunesse. Et c'est aussi dans un contexte mondial où, en mai 68, vous voyez, c'est parti les Nanterres en France, et puis c'est parti un peu partout, les étudiants se soulèvent contre le système. Et quand les étudiants réagissent, d'abord en 69, on va l'armée, il y a eu des morts. Et en 71, c'est l'année où ils voulaient fêter. Donc, c'était l'anniversaire de ce qui s'est passé en 69. Et malheureusement, ça s'est mal terminé et on a fermé l'université. Les étudiants ont été envoyés à l'armée. On a fermé l'université et c'est après que l'UNIKIN est né, c'est ça? Voilà. On a fermé l'université. On a d'abord créé l'université, l'UNAZA, l'Université nationale du Zaïre. Il y avait une université avec des campus. Il y avait le campus de Lubumbashi, le campus de Kinshasa, le campus de Kisangani. Et même les ISP ont été aussi intégrés dans l'UNAZA. Si bien au niveau facultaire, par exemple, on a décidé qu'il n'y aurait qu'une seule faculté pour l'ensemble du pays. Par exemple, moi, j'ai fait les lettres, donc je ne peux pas venir à Lovanium, il fallait que j'aille à Lubumbashi. Bon, tous les étudiants du pays, il fallait faire les lettres, la faculté de lettres, dévaler à l'université. Le droit est resté ici à Kinshasa. Donc, même les gens de Lubumbashi qui voulaient faire le droit, ils devaient venir à Kinshasa. On fait la médecine, les sciences de l'éducation, ça a été envoyé à Kisangani. Et 10 ans après, donc ça a duré de 71 à 81. On a supprimé l'UNAZA, on est rentré, donc on a redonné un semblant d'autonomie à ces universités. C'est alors qu'on a créé l'UNIKIN. Donc on n'est pas redevenu Dovanian, on est devenu UNIKIN ici, UNIKIS, Kisangani et Unilou. J'ai entendu dire que même les étudiants qui faisaient partie des pays du Grand Lac, les étudiants étrangers, burundais, rwandais, avaient aussi droit à cette bourse-là de l'État zaïrois. Il faut d'abord dire que quand le Lovanium a commencé, la plupart des étudiants étaient des étrangers. Ok. Nous avions plusieurs nationalités ici, une vingtaine, si pas une trentaine. Des gens viennent d'Australie, d'Autriche, des États-Unis, de partout. Pour venir étudier ici. Pour étudier à Lovanium. C'est pas comme aujourd'hui où c'est une université rien que des Congolais. Non, à l'époque, de toute façon, quand on a commencé, il n'y avait pas de professeurs congolais. Cette rémunération qu'on donnait aux étudiants, suite à des problèmes politiques, on va dire ça comme ça, a commencé à être réduite un peu, revue à la baisse d'année en année. Oui, les difficultés économiques. Et on me donne un exemple, comment on rémunérait. J'étais de Kikwit, moi je suis de Kikwit, et j'allais étudier à Lubumbashi. C'est pas moi qui payais le ticket. Le ticket était payé par l'État. D'accord. C'est l'État qui payait. Et j'allais aller-retour. Et sur place, il y a des années où le restaurant avait fermé, mais le restaurant de l'université fonctionnait. Ce n'est plus le grand restaurant où on mangeait très très bien, mais quand même, le restaurant fonctionnait et c'était aux frais de l'État. Les années où le restaurant était fermé, on nous distribuait
la farine, le bunga, donc la farine de maïs. Nous faisions notre propre cuisine aux frais délicats. Mais senti que la qualité a changé, baissé. Et du coup, à votre époque, à combien à peu près pouvait revenir cette rémunération mensuelle? C'est difficile de dire, hein. Je ne saurais pas. Bon, c'est en Zaïre en plus. Bon. Mais est-ce que ça représentait quelque chose de conséquent quand même pour un étudiant à l'époque? Oui, bon, pas autant qu'on voulait, mais ça permettait de vivre. Ok. Ça permettait de vivre. Mais il y avait le fait qu'il y avait des réductions, c'est-à-dire pour le billet, le pays payait les billets des étudiants au quart de la valeur réelle du billet. D'accord. Pour nous permettre de prendre l'avion de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa. On payait le quart. Donc, bon, l'État s'impliquait. Il y a eu un tarif étudiant, quoi. Tarif étudiant. Même donc, au niveau du manger, il y avait. C'est l'État qui organisait les choses et donc ça coûtait moins cher. Mais nous ne payions pas. C'est l'État qui prévoyait. Au restaurant, on nous donnait juste des bons. Par mois, hein, donc vous allez avec ce bon-là, chaque fois qu'on vous sert, on coche, etc. Mais nous ne payions pas l'argent au ressort. Est-ce que vous pensez que ce système-là de bourse ou de rémunération qui était à votre époque est reproduisable aujourd'hui? Si oui, quels en seraient les avantages? Sinon, quels en sont pour vous les freins? Tel que vous posez la question, c'est comme si vous vouliez savoir si il y avait un bien quelconque à reproduire un tel système. Nous voyageons dans les autres universités, généralement les étudiants étudient avec des bourses. Oui, si tu avais des bourses, parce que les études à l'université, c'est pas comme au secondaire ou à l'école primaire. Oui. Il y a plusieurs charges qu'il faut supporter. Et donc, c'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, il n'y ait absolument rien pour soutenir les études des étudiants. On ne participe pas à leur effort. Et je prends par exemple ceux qui sont en doctorat. Ils font leur recherche, ils se débrouillent, si vous voulez. Mais on devrait avoir une possibilité de les accompagner. Et je crois qu'il faudrait absolument, c'est une nécessité. En fait, c'est une nécessité qu'on puisse revoir le système, même si on faisait ça par compétition, parce qu'ailleurs, c'est pas tout. Une bourse n'est pas automatique. Bon, mais c'est compétitif, mais il faudrait qu'il y ait cette possibilité d'avoir. J'ai souvent pitié de nos étudiants en phase finale de la thèse, par exemple. Ils doivent payer, je ne sais pas, 2 000 ou 3 000 $. Je ne vois plus aujourd'hui. Mais beaucoup sont bloqués. On ne peut pas faire. C'est comme si on leur demandait d'attraper d'abord la Lune avant de présenter leur thèse. Or, ce sont des choses qu'on devrait pouvoir organiser et restaurer. C'est la société qui prépare son avenir. Parce qu'on n'oublie pas, aujourd'hui nous sommes là, mais demain, ce sont ces jeunes dont nous nous plaignons à longueur de journée, ils valent pas rire, mais ce sont ces jeunes qui seront ministres, qui seront professeurs, qui seront médecins. Et nous risquons de produire nos propres charcutiers, des gens qui vont nous tuer quand ils nous opèrent. C'est ça. On doit absolument étudier les moyens de mettre, si vous voulez, à l'honneur ces bourses. Je vois les bourses d'excellence qu'on donne ici. Bon, quels sont les critères, ça je ne sais pas. Mais quand même, on doit arriver pour faire cela. J'ai un film ici sur l'Ovanium et vous pourrez voir dans quelles conditions ces jeunes étudiaient ici à l'Ovanium. Ils n'étaient pas nombreux, évidemment, comme aujourd'hui, mais ils étaient dans de très bonnes
conscients. Notre histoire peut être connue des plus jeunes. Moi, je me rappelle que ma mère, qui n'avait fait que son catéchisme à la mission, elle nous appelait Bana Lovanium. Elle n'avait jamais été à Lovanium, mais quand on voyait rentrer ces étudiants de Lovanium, nous qui étions jeunes enfants, nos mamans nous appelaient Bana Lovanium parce que c'était un rêve pour toutes les mamans de voir un jour leur enfant aller à Lovanium. Ok, merci pour ça. Dans cette partie de notre tour du Congo, nous avons eu le privilège de rencontrer le professeur Kiangu Sindani, éminent professeur à l'université de Kinshasa, anciennement appelée Lovanium. Il nous a partagé des récits fascinants sur les raisons et les modalités de rémunération des anciens étudiants à cette époque. Dans les prochains épisodes, nous vous inviterons à découvrir avec nous des histoires captivantes, des lieux emblématiques et bien plus encore. J'espère que ce contenu vous aura plu et qu'il vous aura donné envie d'en découvrir davantage. Alors restez connectés pour ne rien manquer.